C'était un de ces étés du Kentucky dont les gens parlent encore, si chaud que l'asphalte miroitait, si calme qu'on pouvait entendre les cigales à près d'un kilomètre. Le genre d'été où les enfants disparaissaient dans les collines avec des cannes à pêche sans jamais regarder l'heure. Mais pour la famille Larkin, juillet 1986 ne sombrerait jamais dans la nostalgie. Ce serait la saison qui engloutit 5 de leurs enfants. La fratrie Larkin, Rachel, 19 ans, David, 17 ans, les jumeaux Emma et Eli, 14 ans, et le petit Matthew, tout juste 9 ans, vivaient dans une ferme à environ 11 kilomètres de Manchester, dans le comté de Clay. Ils étaient proches, le genre de fratrie qui passait encore les week-ends ensemble, même si les aînés commençaient à parler d'université et de travail. Le 12 juillet, ils empruntèrent le vieux pick-up Chevy bleu de leur père pour explorer un endroit dont ils avaient entendu parler tout l'été. La ferme des Merritt, abandonnée depuis des décennies, à moitié effondrée au bout d'un chemin de terre oublié. Les gens du coin disaient que la famille qui y vivait autrefois, les Merritt, avait disparu dans les années 50 sans explication. Les adolescents racontaient des histoires de lumière aux fenêtres et de cris venant des champs. Pour les enfants Larkin, cela ressemblait à l'aventure parfaite pour un samedi. Vers midi, une voisine nommée Alma Grier vit le pick-up passer devant son porche dans un vrombissement, soulevant un nuage de poussière. Elle leur fit un signe de la main, et David se pencha par la fenêtre du conducteur pour lui répondre. Il riait, les fenêtres baissées, la radio crachant une chanson de WCTT-AM. Un instant fugace et ordinaire qui plus tard tournerait en boucle dans l'esprit d'Alma. Le soir, quand le soleil plongea derrière la crête, leurs parents remarquèrent que la maison était trop silencieuse. Pas de bruit de télévision, pas de cliquetis de vaisselle, pas le son du camion revenant dans l'allée. À la tombée de la nuit, leur mère, Darlene, appela les voisins pour demander si quelqu'un les avait vus. À 21h30, le bureau du shérif du comté de Clay fut alerté. Les adjoints trouvèrent le pick-up en moins d'une heure. Il était garé sous un vieux sol au bord de la propriété des Merritt, exactement comme les gens du coin l'avaient décrit, face à la ferme. Les clés étaient toujours sur le contact. La portière du conducteur était entr'ouverte. À l'intérieur, la radio était allumée, mais n'émettait qu'un grésillement, cette sorte de bourdonnement feutré qui emplissait l'air sombre autour du véhicule vide. Au-delà, la ferme se dressait, silencieuse. 2 étages de bois pourrissant et de fenêtres brisées, entourées d'herbes hautes qui ondulaient dans le vent humide. Le clair de lune jetait un éclat pâle sur la peinture écaillée. Les adjoints crièrent les noms des enfants, leurs voix se répercutant dans les bois. Il n'y eut aucune réponse. Les équipes de recherche arrivèrent au cours de la nuit. Des volontaires apportèrent des lanternes et des lampes de poche, balayant les hectares environnants. La propriété était envahie par la végétation, enchevêtrée de vignes, jonchée de vieux équipements agricoles à moitié enfouis dans la terre. Les hommes du shérif ne trouvèrent rien. Aucune trace, aucun signe de lutte, pas même un morceau de tissu déchiré. Une seule chose attira leur attention, une unique petite basket près du porche arrière, couverte de poussière mais étrangement propre autour des lacets, comme si elle avait été posée là plutôt que perdue. À l'intérieur de la ferme, l'air était lourd et humide. Les planches craquaient sous chaque pas. Des reliques d'une autre vie étaient éparpillées partout. Une machine à coudre rouillée, du papier peint délavé qui se décollait dans les coins, un rocking chair toujours tourné vers la fenêtre, comme si quelqu'un venait de le quitter.
Près d'une fenêtre brisée dans la cuisine, un adjoint remarqua de vagues empreintes de main sur la face intérieure de la vitre. Trop petite pour un adulte, maculée, à l'air désespéré, pressée contre la surface poussiéreuse comme si quelqu'un avait tenté de passer à travers. À l'aube, les premiers chiens de recherche furent amenés. Ils flairèrent une odeur près des marches arrière. 5 traces humaines distinctes, mais elles s'évanouissaient à moins de 50 mètres de la maison, là où les mauvaises herbes laissaient place à un champ ouvert. C'était comme si la piste avait été effacée, coupée net au bord de la propriété. Les parents Larkin attendirent au poste de commandement toute la matinée suivante. Darlene serrait une couverture qui avait appartenu à son plus jeune fils, se balançant légèrement sur sa chaise pliante, tandis que les adjoints allaient et venaient avec leurs lampes et leurs cartes. Les journalistes commencèrent à arriver. Le lendemain à midi, les camions de presse bordaient de la route, et l'histoire se répandit à travers le Kentucky comme une traînée de poudre. Les enquêteurs examinèrent toutes les pistes. Les enfants s'étaient-ils enfuis? Avaient-ils été enlevés? Perdus dans les bois? Mais les bois furent ratissés pendant 3 jours consécutifs. Des hélicoptères survolèrent la vallée. Rien. Les habitants murmuraient d'autres théories. Que la ferme était maudite, que ceux qui y entraient n'en revenaient pas. Certains prétendirent même avoir vu une lumière à la fenêtre de l'étage la nuit de la disparition, une faible lueur jaune qui avait vacillé une fois avant de s'éteindre. Le shérif, un homme pragmatique, rejeta tout cela comme de l'hystérie, mais même lui admit que quelque chose clochait à cet endroit. Le 4e jour, alors que les recherches s'étendaient aux ruisseaux voisins et aux grottes de calcaire, il se tint sur le porche de la ferme et fixa la porte ouverte. Il confia plus tard à un journaliste qu'il ne pouvait se défaire du sentiment que la maison les observait. À la fin de la semaine, l'espoir commença à s'amenuiser. Aucun signe des enfants, aucune empreinte, aucun mouvement de véhicule. Les seules preuves matérielles restaient cette unique chaussure, les empreintes de main et la radio qui grésillait. La ferme fut mise sous scellé, puis rouverte quelques jours plus tard, lorsque des volontaires jurèrent avoir entendu des bruits à l'intérieur pendant la nuit, des coups sourds comme si quelque chose bougeait. Les adjoints y retournèrent, mais ne trouvèrent rien. Ils déclarèrent les recherches closes le 20 juillet à minuit. Pour la famille Larkin, la vie se figea cet été-là. La table de la cuisine resta mise pour 7. Leur père, Frank, laissa la lumière du porche allumée chaque nuit pendant 1 an. Leur mère cessa de dormir dans sa chambre, choisissant de s'asseoir près de la fenêtre qui donnait sur le chemin de terre. Chaque crissement d'un camion qui passait la faisait se lever, pleine d'espoir. La ferme abandonnée retourna au silence, ses fenêtres de nouveau sombres. Dans le rapport officiel, l'affaire fut classée comme une disparition inexpliquée. Mais pour ceux qui avaient été là, cela n'a jamais semblé être la fin d'une recherche, mais plutôt le début de quelque chose de bien plus étrange. 33 ans plus tard, lorsque la propriété changerait en fin de main, ce silence serait rompu. Et ce qui attendait sous cette vieille ferme du Kentucky prouverait que la vérité avait été là depuis le début, scellée juste sous leurs pieds. Dès la 3e semaine des recherches, le comté de Clay était devenu le centre d'un mystère à l'échelle de l'État. Les voitures de patrouille s'alignaient sur la route de gravier menant à la ferme des Merritt, et la communauté autrefois tranquille résonnait désormais du bruit des moteurs, des radios de la police et des journalistes qui criaient pour se faire entendre. Le shérif Wayne Copley, un homme qui avait passé 23 ans à gérer tout, des tracteurs volés aux accidents de petites routes, n'avait jamais rien vu de tel. 5 frères et sœurs,
disparu sans laisser de traces. Pas de témoins, pas de pistes, pas même un point de départ clair. Chaque matin, il se tenait sur le porche de la ferme, les mains sur sa ceinture, scrutant la propriété comme s'il pouvait en extraire une réponse par la seule force de sa volonté. Les policiers et les volontaires se déployaient dans les champs. Les chiens de recherche se déplaçaient en cercle lent et patient. De vieux puits furent découverts, leurs couvercles pourris ouverts pour ne révéler que de l'eau et de la boue. Les adjoints pataugeaient dans les ruisseaux peu profonds, vérifiant sous le bois flotté et les rebords rocheux. D'autres s'aventuraient dans les bouches sombres de puits de mines abandonnées, où l'air était épais et vicié, appelant les noms des enfants dans un silence qui avalait chaque écho. Les médias avaient déjà donné un nom à l'affaire: le mystère des Larkin. En quelques jours, les journalistes campaient devant la ferme de la famille, filmant la mère qui regardait par la fenêtre de la cuisine. Les chaînes nationales arrivèrent, spéculant surtout des sectes aux ovnis. Pour le shérif Copley, les caméras ne faisaient qu'empirer les choses. Il sentait que l'affaire lui échappait. Les détectives commencèrent à interroger quiconque pouvait connaître le passé de la propriété. Ils trouvèrent des vagabonds campant près de l'ancienne route de service, dont quelques-uns affirmèrent avoir vu des lumières autour de la ferme dans les semaines précédant la disparition des enfants. Un homme jura avoir vu une silhouette debout à la fenêtre de l'étage une nuit, grande, immobile, éclairée par une seule ampoule derrière elle. Les habitants racontaient des histoires plus sombres. Ils disaient que les Merritt, propriétaires de la ferme dans les années 1950, étaient devenus fous avant de disparaître, qu'il y avait une cave construite sous la maison que personne n'avait jamais trouvée. Copley ne croyait pas aux malédictions, mais il ne pouvait ignorer le malaise qui planait sur l'endroit. Même ses adjoints refusaient d'y entrer seuls. Lorsque les équipes de la police scientifique fouillèrent à nouveau l'intérieur, elles trouvèrent la glacière de pique-nique des enfants dans un coin de la cuisine. Les sandwichs étaient encore à l'intérieur, emballés dans du papier ciré, les canettes de soda non ouvertes. Une épaisse couche de poussière s'était déjà déposée dessus, comme si la maison elle-même essayait d'effacer les preuves de leur visite. Rien d'autre ne semblait avoir été touché. Aucun signe de lutte, aucun objet de valeur manquant, aucune empreinte digitale qui n'appartenait pas aux enfants Larkin. Puis, à l'étage, l'un des techniciens de la scène de crime appela le shérif. Dans la chambre du fond, derrière une commode renversée, 5 noms avaient été gravés dans le plâtre du mur: Rachel, David, Emma, Ellie, Matthew. Les lettres étaient déchiquetées, inégales, le genre d'écriture qu'un enfant ferait avec quelque chose de pointu. Chaque nom s'arrêtait à mi-chemin, comme si l'auteur avait été interrompu. Ils le photographièrent, prirent des échantillons du plâtre. Les résultats de laboratoire montrèrent plus tard que les marques n'étaient pas récentes. Le mur avait été gravé des décennies plus tôt. Ce détail ne fut jamais publié dans les journaux. Alors que l'été laissait place à l'automne, le périmètre de recherche s'élargit, puis commença lentement à se réduire. Les fausses pistes affluèrent. Des camionneurs affirmèrent avoir vu les enfants faire de l'autostop sur l'I-75. Une femme du Tennessee jura qu'ils avaient passé la nuit dans sa grange. 2 hommes avouèrent les avoir tués, leurs histoires se contredisant. Des médiums envoyèrent des cartes de la propriété dessinées à la main avec des X rouges marquant de supposées tombes. Rien ne correspondait, rien ne tenait. Chaque piste menait à une nouvelle impasse.
À l'arrivée de l'hiver, même l'attention nationale s'estompa. Les journalistes remballèrent. Les fonds pour les recherches s'épuisèrent. Le dossier s'épaissit de papiers inutiles, de transcriptions d'entretiens, de relevés météorologiques, de photos aériennes de la ferme et des terres environnantes. La dernière recherche enregistrée eut lieu le 3 décembre 1986, lorsque les adjoints creusèrent dans un tunnel de drainage effondré à 1 kilomètre de la propriété des Merritt. Ils ne trouvèrent que de la boue et une roue de chariot rouillée. La ferme fut condamnée 2 mois plus tard. Les autorités du comté placardèrent les portes, clouèrent les fenêtres et apposèrent un panneau d'avertissement sur les marches de l'entrée. Les habitants cessèrent de s'en approcher. Les adolescents, qui racontaient autrefois des histoires de fantômes sur cet endroit, refusaient de prendre cette route. La famille Larkin organisa un service commémoratif au printemps suivant. Pas de cercueil, pas de dépouilles, juste des photos encadrées sur l'autel de l'église. Leur père se tenait à côté de la chaire, silencieux. Leur mère ne put terminer son éloge funèbre. Après cela, ils quittèrent le comté de Clay pour de bon, vendant le peu qu'ils possédaient et déménageant dans le nord pour vivre près de parents en Ohio. Le shérif garda le dossier sur son bureau jusqu'en 1949, le rouvrant 2 fois lors des anniversaires de la disparition, espérant qu'un corps ou un indice apparaîtrait. Ce ne fut jamais le cas. Il passa une dernière soirée à la ferme cet automne-là, parcourant les pièces vides avec une lampe de poche. La poussière flottait dans le faisceau lumineux comme une brume. L'air sentait la terre et le moisi. Dans la chambre du fond, il s'arrêta là où les 5 noms étaient encore faiblement visibles sous la peinture écaillée. Il resta là un long moment avant de verrouiller la porte et de retourner sur le porche. Il tourna la clé, scella à nouveau la maison et glissa le dossier dans son manteau. Cette porte ne serait pas rouverte avant plus de 3 décennies. Et quand elle le serait enfin, la vérité qui attendait derrière prouverait que le silence de cette ferme n'avait rien eu de vide. Il avait contenu quelque chose. Pendant près de 3 décennies, la ferme des Merritt resta silencieuse, ses fenêtres obscurcies par la poussière, son toit s'affaissant un peu plus chaque année. Les saisons passaient autour d'elle, des hivers qui glaçaient les marches du porche, des étés humides où les vignes grimpaient le long des murs et disparaissaient dans le grenier. La maison semblait respirer le silence, comme si elle avait appris à garder ses secrets. Au début des années 90, la famille Larkin était partie depuis longtemps, vivant en Ohio, essayant de reconstruire des vies qui ne semblaient plus entières. Dans le comté de Clay, l'histoire était déjà passée du fait à la rumeur. Les gens disaient que la ferme était maudite. Certains disaient qu'elle était hantée. D'autres disaient que c'était simplement une terre maudite, le genre d'endroit où les choses disparaissaient et où le temps cessait de prêter attention. Les adolescents se mettaient au défi d'y entrer. Ils l'appelaient la maison endormie. Ils se garaient au bout de la route, se faufilaient à travers la clôture et se tenaient sous le porche en chuchotant des paris sur qui atteindrait le 2e étage. La plupart n'y parvenaient jamais. Ceux qui le faisaient prétendaient entendre de faibles bruits, une porte se fermant toute seule, le craquement de pas à l'étage. Mais ce dont ils se souvenaient le plus, c'était l'odeur. Ils disaient qu'elle était terreuse, comme de la terre humide et de la vieille pourriture, comme si quelque chose avait été enterré sous le plancher. Personne ne restait jamais longtemps. Le matin, le vent effaçait leurs empreintes et la maison retombait dans son immobilité.
Les registres de propriété montrent que le terrain changea de main 2 fois durant ces années. En 1994, il fut acheté par un homme de Lexington qui ne le visita jamais. Il paya les impôts, mais le laissa à l'abandon. En 2001, une société de développement l'acquit brièvement avec l'intention de défricher la zone pour de nouvelles constructions. Mais les plans échouèrent lorsque le comté classa la structure comme dangereuse. Des documents montrent de multiples demandes de démolition qui ne furent jamais approuvées. En 2003, une équipe de construction chargée d'installer de nouvelles canalisations de drainage près de la propriété découvrit quelque chose d'étrange. En nivelant le sol pour une tranchée, leur excavatrice heurta ce qu'ils prirent d'abord pour une fosse septique enterrée. En creusant plus profondément, ils réalisèrent qu'il s'agissait de l'entrée effondrée d'une cave à légumes. Le contremaître le signala par radio, supposant que cela faisait partie des anciennes fondations de la ferme. Les inspecteurs du comté arrivèrent, jetèrent un coup d'œil rapide et le marquèrent comme dangereux pour toute nouvelle excavation. En une semaine, l'entrée fut recellée avec du béton. Le projet continua, mais des années plus tard, un des membres de l'équipe, un homme nommé Paul Renner, raconta à un journaliste qu'il n'avait jamais oublié ce jour. Il dit que lorsque le godet de l'excavatrice avait brisé le sol pour la première fois, il avait entendu quelque chose de faible, presque comme des voix sous la terre. Pas des cris, pas des mots qu'il pouvait distinguer, juste un murmure grave, comme des chuchotements à travers l'eau. Il pensa que c'était le son de la machine résonnant dans un espace creux. Mais plus tard, alors qu'il se tenait seul près du site, le bruit revint, régulier et doux, comme quelqu'un qui respirerait à travers la terre. Quand il en parla au superviseur du comté, celui-ci en rit. Paul quitta ce travail 2 mois plus tard. Pendant les 15 années suivantes, la propriété fut de nouveau oubliée. La route qui y menait se rétrécit avec la végétation. La boîte aux lettres s'effondra. Les mauvaises herbes envahirent les marches du porche. Les chasseurs qui passaient par là disaient que leurs chiens refusaient de s'approcher de la clôture. Pendant ce temps, à Manchester, le shérif Wayne Copley avait pris sa retraite. Son insigne était rangé depuis longtemps, mais un dossier n'avait jamais quitté son bureau. Il le gardait dans une chemise en cuir usée étiquetée Larkin. À l'intérieur se trouvaient des cartes, des photos, des échantillons de plâtre et ses notes manuscrites, chacune marquée de date et de points d'interrogation. Chaque juillet, il marquait une année de plus. À la fin des années 90, il commença à se demander si l'affaire n'aurait pas pu faire partie de quelque chose de plus grand, une opération de traite d'êtres humains ciblant les adolescents des zones rurales. Il correspondit avec le bureau du FBI à Louisville, mais ils répondirent poliment qu'il n'y avait aucune preuve pour étayer cette théorie. Pourtant, Copley ne pouvait s'en défaire. En 2008, il commença à écrire ses propres notes dans les marges. Cet endroit a-t-il été choisi ou est-ce quelque chose à propos de la maison? Il souligna le mot maison 3 fois. Au milieu des années 2010, l'histoire s'était presque complètement effacée de la mémoire publique. Pour les jeunes locaux, l'affaire Larkin n'était plus qu'une autre légende de petite ville. Il y eut quelques étincelles d'intérêt occasionnelles, un épisode de podcast, un article de blog sur les crimes réels, mais rien ne dura. Pendant ces années de silence, la nature commença à tout reprendre. Le lierre s'enroula autour des poteaux du porche. Un arbre poussa à travers la clôture arrière. La pluie s'accumula dans les fondations, s'infiltrant dans la terre en dessous. La ferme, autrefois d'un blanc éclatant, devint grise,
puis brune, se fondant dans la colline comme si elle était absorbée. Elle devint invisible, pas disparue, juste en attente. Lorsque la propriété fut finalement remise en vente en 2018, elle attira peu d'attention. Juste quelques lignes dans la base de données du comté, une adresse et une vieille photo prise depuis la route. Mais cette unique annonce, inaperçue de presque tout le monde, allait bientôt ramener le passé à la surface. Et quand les nouveaux propriétaires entreraient enfin, pour la première fois en plus de 30 ans, ils découvriraient que la maison n'avait pas du tout été vide. Elle avait gardé quelque chose d'enterré, quelque chose qui avait attendu que quelqu'un écoute. Fin 2018, la vieille ferme des Merritt n'était plus qu'une relique locale, une ligne de toit effondrée cachée derrière les arbres et la rumeur. Lorsque Rachel et Thomas Alden signèrent les papiers d'achat en octobre, ils virent du potentiel là où tout le monde voyait des fantômes. Ils avaient la trentaine, venaient tous deux de Lexington et essayaient de repartir à zéro. Il avait quitté son travail dans les assurances. Elle était une ancienne enseignante avec un petit héritage et le rêve d'ouvrir un bed and breakfast à la campagne. Les photos de l'annonce montraient la lumière du soleil entrant par les fenêtres fissurées, des vignes s'enroulant dans l'embrasure de la porte, une cheminée qui pourrait redevenir magnifique. Le prix était une fraction de la valeur du terrain. Ils avaient entendu les histoires. Bien sûr, 5 enfants disparus dans les années 80. Les habitants qui juraient que la maison était maudite. Mais pour eux, cela ressemblait à du folklore. Chaque petite ville avait la sienne. Il y a quelque chose dans la façon dont les vieilles tragédies se racontent, jusqu'à devenir des contes que l'on se murmure au coin du feu. Les premières semaines de rénovation se déroulèrent sans accroc. Ils remplacèrent le toit, évacuèrent les meubles cassés et abattirent un mur entre la cuisine et la salle à manger. Début novembre, l'électricité fonctionnait de nouveau et ils passèrent leur première nuit sur place. C'est alors que la maison commença à changer. Tout commença par une odeur. Chaque matin, l'air s'emplissait d'une légère senteur de pourriture, terreuse et humide, plus forte près de la cuisine. Ils vérifièrent sous le plancher, la plomberie et même la fosse septique, mais ne trouvèrent rien. Puis, de petits objets se mirent à disparaître. Un marteau laissé sur le porche s'était volatilisé au matin. Une boîte de clous déballée dans le garde-manger avait disparu le lendemain. Thomas pensa à des ratons laveurs ou à des voisins farceurs, mais Rachel, elle, se sentait observée. Elle commença à fermer les portes à clé même pendant la journée. Leur chien, un Golden Retriever nommé Scout, refusait d'approcher l'escalier de la cave. Chaque fois qu'ils ouvraient la porte, il reculait en grognant doucement face à l'obscurité. Une fois, il aboya si violemment que Thomas dut le traîner dehors dans le jardin. À partir de ce jour, la porte de la cave resta fermée. À l'approche de Thanksgiving, le couple avait appris à ignorer la plupart de ces bizarreries, jusqu'au matin où Rachel remarqua qu'une section du plancher de la cuisine sonnait creux sous ses pas. Elle appuya son pied. Un écho sourd. Thomas pensa que ce n'était qu'une lame de bois mal fixée. Mais la curiosité fut la plus forte. Cet après-midi-là, ils la firent levier. Sous la planche se trouvait du béton inégal et gris, et en son centre, le contour d'un petit cercle, une trappe scellée. Ils la fixèrent en silence. Elle ne correspondait à aucun plan et n'était mentionnée dans aucun registre de propriété du comté. Thomas supposa qu'il pouvait s'agir d'un vieil abri anti-tempête, condamné après des décennies d'abandon. Ils laissèrent passer quelques jours
incertain. Mais à la fin de la semaine, la curiosité l'emporta sur la prudence. Il emprunta une scie à maçonnerie et commença à attaquer le béton sur les bords. Cela prit des heures. Le béton était épais, ancien, mêlé de pierre. Lorsque la dernière couche céda, l'air qui s'en échappa était dense, vicié et froid. Ils couvrirent instinctivement leur bouche. Sous la trappe, un escalier étroit plongeait dans les ténèbres. Les murs de calcaire qui bordaient le passage étaient luisants de condensation. Rachel voulait s'arrêter là, mais Thomas descendit à mi-chemin avec une lampe de poche. Le faisceau éclaira de vieilles étagères, des toiles d'araignées et ce qui ressemblait à des bocaux en verre couverts de décennies de crasse. Il remonta rapidement, le visage pâle, tremblant, disant que ce n'était qu'une simple cave, mais quelque chose dans l'odeur, dans l'air confiné, l'avait profondément troublé. Le lendemain, ils appelèrent les services du comté pour le signaler. Des inspecteurs arrivèrent en moins de 48 heures. Le couple s'attendait à une amende, peut-être une note sur des risques structurels. Au lieu de cela, les inspecteurs décidèrent d'entrer dans l'espace. Quand ils remontèrent, leurs visages étaient livides. Les fonctionnaires dirent avoir trouvé les vestiges d'une ancienne cave à légumes. Mais elle ne ressemblait à aucune cave normale. Les murs de calcaire portaient de légères éraflures. Le sol montrait des signes de remaniement, et là, éparpillés dans un coin, à moitié enfouis sous la poussière et la terre, se trouvaient 5 petits objets personnels. Un collier en argent avec un pendentif fissuré, une paire de lunettes rondes, une boucle de ceinture rouillée, une montre d'enfant figée à 3h17 et une seule chaussure. Les objets furent soigneusement collectés et enregistrés comme artefacts historiques en attente de vérification. Mais cette nuit-là, Rachel ne put dormir. Elle se souvint de l'histoire des enfants disparus et de ce chiffre, 5, qui correspondait exactement. 2 jours plus tard, la police d'État contacta le couple. Les objets étaient envoyés pour des analyses médico-légales. Ils n'avaient plus le droit d'accéder à la cave jusqu'à la fin de l'enquête. Les semaines passèrent. L'hiver arriva tôt cette année-là. La ferme était de nouveau silencieuse, un ruban de police barrant le porche. Thomas et Rachel logeaient chez de la famille à Lexington, attendant les résultats. Puis, à la mi-janvier 2019, ils reçurent l'appel d'un enquêteur leur demandant de venir faire une déposition officielle. Les tests ADN étaient partiels mais suffisamment concluants pour suggérer un lien. 3 des 5 objets contenaient des traces de matériel génétique correspondant à la famille Larkins, les mêmes frères et sœurs qui avaient disparu de cette propriété 33 ans plus tôt. Rachel raconta plus tard qu'elle ne se souvenait pas de grand-chose de ce qui fut dit après ce moment, seulement du ton de l'enquêteur, calme mais lourd, et du bruit d'un stylo grattant des notes sur du papier. Sur le chemin du retour, Thomas et elle restèrent silencieux, réalisant que ce qu'ils avaient découvert n'était pas de l'histoire. C'était la preuve de quelque chose qui avait attendu sous leurs pieds depuis le tout début. La nouvelle se répandit rapidement dans le comté de Clay. Pour la première fois depuis des décennies, le nom des Larkins revenait à la une des journaux. L'ancien shérif Wayne Copley, aujourd'hui octogénaire, fut interviewé chez lui. Il dit ne pas être surpris. Il avait toujours su que cette maison gardait un secret. Dans les semaines qui suivirent, la propriété devint une scène de crime active. La trappe fut élargie, un radar à pénétration de sol fut amené et pour la première fois depuis 1986, l'enquête fut officiellement rouverte.
Rachel et Thomas n'y retournèrent jamais. Ils vendirent de la propriété avant le printemps, disant à leurs amis qu'ils ne voulaient plus rien avoir à faire avec cet endroit. Mais des années plus tard, interrogée sur ces quelques mois, Rachel dit qu'elle se souvenait encore du son qui était venu de sous le plancher ce jour-là. Pas un grincement, pas un écho creux. Elle disait que c'était comme si la maison avait expiré. Et ce que les enquêteurs allaient découvrir ensuite prouverait qu'elle n'imaginait rien, car ce qui reposait sous cette cave allait enfin expliquer ce qui était arrivé aux 5 enfants Larkins, toutes ces années auparavant. Chaque affaire traitée sur cette chaîne n'est pas une simple histoire. Ce sont des semaines de recherche dans les archives, de vérification des faits pour reconstituer les vies réelles qui ont été perdues. Chaque épisode demande près de 15 jours de travail et de longues nuits à la poursuite de la vérité. Nous le faisons parce que ces histoires comptent et que quelque part, quelqu'un mérite encore qu'on se souvienne de lui. Si vous voulez que nous continuions à lever le voile sur ces mystères, prenez une seconde pour aimer cette vidéo, vous abonner et nous dire dans les commentaires quelle partie de l'affaire d'aujourd'hui vous a le plus marqué. Votre soutien nous est essentiel. Et si vous souhaitez voir d'autres affaires classées résolues, les liens vous attendent dans la description ci-dessous. Maintenant, revenons à l'affaire. En février 2019, la ferme Merritt n'était plus une simple vieille propriété. C'était une scène de crime active. Quelques jours après la découverte, la police d'État du Kentucky rouvrit le dossier Larkins. Ce tronçon de route de campagne, oublié pendant 3 décennies, se remplit à nouveau de véhicules, de tentes et de projecteurs. L'air était lourd de curiosité et d'effroi. Les voisins qui avaient grandi avec la légende observaient maintenant les enquêteurs se déplacer avec précaution dans le jardin, marquant des quadrillages, installant du matériel et forant le sol avec précision. Pour la première fois depuis 1986, la ferme respirait à nouveau, et cette fois, elle rendait enfin quelque chose. Une équipe d'excavation médico-légale arriva de Francfort, rejointe par des analystes de scènes de crime et un archéologue spécialisé dans les structures historiques. Ils commencèrent par examiner la cave que Rachel et Thomas Alden avaient découverte. Le sol en béton était fissuré à plusieurs endroits. Un radar à pénétration de sol fut utilisé pour cartographier ce qui se trouvait en dessous. Les résultats arrivèrent en quelques heures. Une cavité, environ 2,5 mètres plus bas que la cave connue. Une seconde chambre. Le lendemain matin, l'excavation commença. Des couches de terre compactée et de calcaire furent retirées à la main, révélant une ouverture étroite menant à une chambre plus profonde, scellée par des débris effondrés. L'air était épais, vicié et froid. Une fois le passage suffisamment dégagé, un agent de la police scientifique descendit avec un respirateur et une lampe. Quelques minutes plus tard, il appela calmement l'équipe en surface. Ce qu'il avait trouvé n'était pas un simple espace vide, c'était une sépulture. Au fond de la chambre inférieure se trouvaient 5 formes distinctes, disposées les unes près des autres, comme si elles s'étaient blotties dans la peur ou pour chercher de la chaleur. Les os étaient fragiles, mais en grande partie intacts. L'un des plus petits squelettes portait encore une chaussure qui correspondait à celle retrouvée sur le porche de la ferme en 1986. À côté d'un autre reposait une petite montre bracelet, arrêtée à la même heure que celle trouvée des mois plus tôt en surface. Lorsque le médecin légiste arriva, la scène fut photographiée et soigneusement documentée. Des échantillons de sol furent prélevés. La chambre montrait des signes d'effondrement.
suggérant que les enfants auraient pu tomber ou être piégés lorsque la structure a cédé. Mais à mesure que les données arrivaient, la théorie de l'accident commença à s'effriter. Le rapport médico-légal révéla quelque chose de troublant. Des traces de monoxyde de carbone furent détectées dans le sol et sur la surface des eaux, suggérant une suffocation, pas un traumatisme. Et bien que la chambre se soit effondrée, la disposition des débris laissait entendre que la chute n'était pas naturelle. On aurait dit qu'elle avait été scellée. Les enquêteurs remarquèrent également des détails qui ne cadraient pas avec le récit de l'accident. La porte intérieure de la cave, celle qui séparait les chambres supérieures et inférieures, avait un mécanisme de cadenas rouillé, boulonné de l'intérieur. Un design étrange qui ne pouvait être verrouillé que par quelqu'un se trouvant à l'intérieur. Mais sur le cadre de la porte, les vis étaient tordues vers l'intérieur, comme si la serrure avait été forcée de l'extérieur. Sur les murs de calcaire, sous une fine couche de saleté et de temps, se trouvaient de légères marques de griffures, des centaines de sillons creusés par des ongles. La presse ne fut pas immédiatement mise au courant. Officiellement, l'affaire était toujours en cours d'analyse. Mais en coulisses, les détectives commencèrent à fouiller les anciens registres de propriété et les archives, retraçant l'histoire de la famille Merritt. Ce qu'ils trouvèrent épaissit le mystère. Dans les archives historiques du comté de Clay, il y avait un rapport de 1952, un rapport d'inspection déposé par un shérif adjoint concernant des plaintes non fondées de bruit provenant de sous le plancher. Il avait été déposé par un homme nommé Harold Merritt, le dernier propriétaire enregistré de la ferme. Sa famille avait disparu seulement 4 ans plus tard, laissant derrière elle une maison remplie de leurs affaires et une note énigmatique trouvée dans un tiroir de bureau. Nous ne supportions plus les bruits. Sur le site de fouilles, les enquêteurs découvrirent une vieille boîte à outils en métal, enterrée près de la base de l'escalier de la cave. À l'intérieur, des outils qui n'avaient pas vu la lumière depuis des décennies. Une lanterne rouillée, une bobine de corde effilochée et un carnet endommagé par l'eau, enveloppé dans un tissu. Les pages étaient fragiles mais lisibles. C'était l'écriture d'Harold Merritt. La plupart du carnet était rempli de détails banals. Réparation, notes sur les récoltes, observations météorologiques. Mais la dernière entrée datée du 14 août 1952 glaça le sang des enquêteurs. Il est écrit « Ils ont dit les avoir encore entendus cette nuit, les enfants sous le plancher. » Le sens de cette phrase était incertain. Faisait-elle référence à des voix littérales ou aux divagations d'un homme sombrant dans la paranoïa? Mais associé aux preuves de la cave verrouillée, aux marques de griffures et à la mort des enfants Larkins plus de 30 ans plus tard, les implications étaient insoutenables. Les détectives examinèrent tous les registres disponibles sur la propriété et ses environs. Il y avait eu des signalements d'enfants disparus dans les années 1950, 2 enfants du voisinage vus pour la dernière fois en train de jouer près de la maison des Merritt avant de disparaître sans laisser de traces. L'affaire n'a jamais été résolue. La date correspondait à la dernière entrée du journal de Merritt. La théorie de travail commença à prendre forme. En 1986, lorsque les enfants Larkins explorèrent de la maison, ils auraient pu trouver l'entrée originale de la cave, cachée sous un plancher pourri. La structure, affaiblie par l'âge, aurait pu s'effondrer alors qu'ils descendaient, les scellant à l'intérieur. Mais les preuves physiques compliquaient les choses. La serrure délibérée,
la position des restes, l'absence de toute tentative de sortie visible près de l'étage supérieur. Quelqu'un, à un moment donné, avait complètement scellé cette chambre. Était-ce Harold Merritt des décennies plus tôt ou quelque chose de plus récent? Les enquêteurs ne pouvaient le dire. Les tests ADN confirmèrent que les restes étaient bien ceux de Rachel, David, Emma, Eli et Matthew Larkins. Après 33 ans, les frères et sœurs disparus avaient été retrouvés ensemble, exactement là où ils avaient été vus pour la dernière fois. Lorsque l'ancien shérif Wayne Copley en fut informé, il serait resté assis en silence pendant un long moment. Il a plus tard confié à un journaliste que le plus dur n'était pas la découverte. C'était de savoir qu'ils avaient été là tout ce temps, enterrés sous la même terre sur laquelle ils avaient marché pendant les recherches en 1986. La ferme Merritt fut scellée de façon permanente. Les autorités de l'État classèrent la propriété comme structurellement dangereuse et ordonnèrent une démolition contrôlée une fois l'enquête terminée. Mais avant que cela n'arrive, les équipes médico-légales passèrent des semaines à cataloguer chaque centimètre du site. Ils ne trouvèrent aucun signe d'autres restes humains, seulement les traces des 5 enfants qui avaient disparu cet été-là. Pour le comté de Clay, ce fut à la fois une révélation et un cauchemar. Un dénouement certes, mais de ceux qui n'apportent aucun réconfort. Les analystes médico-légaux pensent que les enfants ont pu survivre plusieurs heures, voire plus, avant que l'air ne devienne toxique. Un expert a noté que la position de leur corps suggérait qu'ils étaient restés éveillés et conscients jusqu'à la fin, s'accrochant les uns aux autres dans le noir. Lorsque le rapport officiel fut publié, il indiquait comme cause du décès un enfermement accidentel et une asphyxie. Mais les enquêteurs admirent discrètement que les preuves pointaient vers quelque chose de plus délibéré, quelque chose qu'ils ne pourraient jamais tout à fait prouver. La dernière pièce à conviction matérielle de l'affaire, le carnet d'Harold Merritt, fut archivé par la police d'État. Sur la couverture intérieure, à peine lisible, quelqu'un avait écrit au crayon « Ne creusez pas ». Cette phrase resta gravée dans l'esprit de tous ceux qui la lurent, car pendant plus de 30 ans, personne ne l'avait fait. Et quand ils l'ont finalement fait, ce qu'ils ont découvert n'était pas seulement la vérité sur les enfants Larkins. C'était la preuve que la Terre elle-même gardait des secrets bien avant leur arrivée. Et alors que les enquêteurs pensaient être arrivés au bout du mystère, une dernière découverte, enfouie profondément dans l'histoire de la famille Merritt, allait révéler que ce n'était pas la première fois que la ferme avait pris des vies. En mai 2019, l'affaire qui avait hanté le comté de Clay pendant plus de 3 décennies avait enfin une conclusion. L'ADN confirma ce que tout le monde soupçonnait déjà. Les restes retrouvés sous la ferme Merritt appartenaient aux 5 enfants Larkins disparus. Leurs identités furent vérifiées grâce à des échantillons mitochondriaux prélevés sur des parents survivants. Pour la première fois depuis cet été 1986, il n'y avait plus de théories, plus d'équipes de recherche, plus de faux espoirs. Seulement des noms, des dates et le silence. L'annonce fut discrète. Pas de conférence de presse, pas de déclaration télévisée, juste un court communiqué de la police d'État du Kentucky déclarant l'affaire officiellement close. Le ton était sobre. Un point final, disait-il, après 33 ans de spéculation. Pour le reste de la famille Larkins, le soulagement était amer. Ils avaient enfin des réponses, mais la vérité portait le poids de tout ce qui avait été perdu dans l'attente. Les habitants qui avaient grandi avec la légende réagirent avec incrédulité.
Certains refusaient d'accepter les conclusions, insistant sur le fait qu'il devait y avoir plus, que quelque chose de plus sombre était encore enfoui sous les explications. D'autres étaient simplement soulagés que ce soit terminé. La ferme fut condamnée, clôturée, et sa démolition programmée pour la fin de l'été. Mais avant cela, les enquêteurs entreprirent un dernier balayage de l'histoire de la propriété, déterminés à comprendre ce qui avait vraiment mal tourné. Ce faisant, un détail du passé refit surface, quelque chose longtemps négligé. Dans les archives du comté, rangées dans une boîte étiquetée Merritt, Harold, correspondance. Un unique rapport de police de 1953 décrivait la disparition de 2 enfants près de la même propriété. Le document était court, à peine 3 paragraphes, mais il mentionnait que le shérif adjoint avait fouillé la ferme des Merritt après des signalements de bruits étranges et de pleurs d'enfants sous le plancher. La recherche n'avait rien donné et l'incident avait été classé sans suite. Ces 2 enfants ne furent jamais retrouvés. En croisant l'ancien rapport avec les données de recensement, les détectives découvrirent que Harold Merritt, l'homme qui possédait la ferme à l'époque, avait un lourd passé psychiatrique. Des dossiers médicaux de l'hôpital d'État de Lexington montraient qu'il avait été traité pour paranoïa et épisode délirant. Il était persuadé qu'une tempête catastrophique approchait, une tempête qui nettoierait la terre. Selon ses notes, il avait passé des années à construire des chambres cachées sous la ferme, conçues pour protéger ce qu'il appelait les innocents. Plus les enquêteurs creusaient, plus le schéma devenait troublant. Des schémas manuscrits retrouvés dans le carnet de Merritt montraient de multiples espaces souterrains, de petites pièces scellées, chacune avec son propre mécanisme d'entrée. Les relevés cadastraux du comté confirmèrent qu'au moins 2 de ces chambres n'avaient jamais été excavées. L'une s'était effondrée des décennies plus tôt. L'autre aurait pu être comblée intentionnellement. Le tableau qui se dessinait était sinistre. La paranoïa d'Harold Merritt l'avait conduit à la folie. Croyant sauver des enfants d'une catastrophe imaginaire, il avait construit un réseau d'abris souterrains et, dans au moins un cas, y avait piégé des personnes vivantes. Les archives indiquent qu'il s'est suicidé en 1956, retrouvé dans la grange derrière la maison, ne laissant aucune confession, seulement une courte note qui disait « Ils sont en sécurité maintenant ». Des ingénieurs légistes conclurent plus tard que lorsque les enfants Larkins étaient entrés dans la ferme en 1986, ils avaient probablement marché sur une section affaiblie du plancher au-dessus de l'une de ces chambres. Le bois a cédé, les faisant tomber dans l'espace même que Merritt avait construit 30 ans plus tôt. Le mécanisme de la trappe, un système de contrepoids initialement conçu pour sceller l'abri, avait rouillé mais était toujours fonctionnel. Lorsque les enfants sont tombés, la trappe s'est refermée automatiquement, les enfermant. Les vieux murs de calcaire de la structure et la lourde terre au-dessus empêchèrent tout son de s'échapper. Les enfants auraient eu de l'air pendant un certain temps, mais pas pour longtemps. Des tests à l'intérieur de la chambre confirmèrent des niveaux mortels de monoxyde de carbone produits par la décomposition du sol et des matières organiques piégées. Les preuves suggèrent qu'ils sont restés en vie plusieurs heures avant de succomber. C'était un accident construit sur les fondations de la folie d'un autre homme des décennies plus tôt. Lorsque le rapport final fut publié, le shérif Wayne Copley, alors âgé de 84 ans, en demanda une copie. Il le lut seul dans son bureau, de la même manière qu'il avait lu les dossiers de personnes disparues pendant des années. Il ne dit pas grand-chose par la suite, seulement qu'il aurait souhaité avoir eu tort, que la vérité aurait été, d'une manière ou d'une autre, plus douce.
En juin, avant le début de la démolition, Copley se rendit une dernière fois à la propriété des Merritt. Les champs étaient en friche, mais l'air semblait plus clair que dans son souvenir. Un excavateur attendait près de l'allée, son bras métallique en suspens au-dessus des restes effondrés de la maison. Il resta derrière la ligne de sécurité pendant que les ouvriers commençaient à démolir ce qui restait de la structure. Alors que les fondations se fissuraient, la lumière inonda la cave exposée pour la première fois en 33 ans. La poussière s'éleva en douces spirales. L'espace qui avait été si longtemps scellé respirait enfin. Debout là, le vieux shérif pensa à toutes les nuits où il s'était tenu sur ce même porche avec une lampe de poche, convaincu que les réponses étaient juste hors de portée. Elles l'étaient, mais pas de la manière que l'on imaginait. Il n'y avait ni monstre, ni malédiction, ni légende à poursuivre. Seulement la peur humaine, l'erreur humaine et la ruine qu'elle laisse derrière elle. Lorsque la démolition fut terminée, le terrain fut nivelé et réensemencé d'herbe. À l'automne, des fleurs sauvages commencèrent à pousser sur le site. La terre semblait de nouveau paisible, bien que quiconque connaissant l'histoire comprenait que la paix n'était pas la même chose que le pardon. En fin de compte, la vérité n'était pas surnaturelle. Elle n'en avait pas besoin. L'horreur réelle était plus simple. La folie d'un homme enterré sous des générations de silence. La perte d'une famille suspendue dans le temps et une ville qui a essayé d'oublier jusqu'à ce que la terre elle-même la force à se souvenir. Au fil des ans, les gens cessèrent de venir en voiture pour voir le site. La route redevint silencieuse et le chant retrouva le rythme des collines. Mais certains soirs, lorsque le vent se glissait dans les herbes d'une manière toute particulière, les gens du pays juraient entendre encore un son infime. Ni cri, ni murmure. Juste un bruit pareil au tassement d'un sol ancien, comme si la terre elle-même se remémorait ce qu'elle avait si longtemps gardé enfoui.